Morning Business, le débat. Qu'est-ce qu'on va faire après le Covid ? Déjà, est-ce qu'on est après le Covid ? Oui. C'est la question. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ces règles budgétaires en Europe, Nicolas Alors, Boz ? les ministres des Finances des 27, l'Ecofin s'est penché sur le sujet vendredi et samedi en Slovénie, qui pilote aujourd'hui l'Union européenne, pour se demander justement quelles seront les règles budgétaires que l'on va imposer aux différents pays de l'Union européenne lorsqu'on sera sorti de la pandémie et qu'on aura ressuscité le pacte de stabilité. Et aujourd'hui, il est gelé jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, est-ce qu'on va revenir aux vieilles idées des 60% de dette et 3% de déficit ? Parce que là, on a un endettement moyen en zone euro qui est quand même monté à 100%. On était en dessous des 90% en 2019. On a un déficit public moyen qui est à 7,4% du PIB. Et Bruno Le Maire a clairement dit le retour aux cibles antérieures est totalement inatteignable. Quand on a 118% de dette publique, on se dit qu'avant de revenir à 60%, il s'écoulera beaucoup de temps. Et donc, Bruxelles va lancer une consultation à l'automne. On a le commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, qui nous a clairement dit là que le retour à la rigueur était absolument impossible, ce serait dangereux. Ne commettons pas les erreurs qui se sont produites par le passé. Donc, on sent qu'au niveau de la Commission de Bruxelles, vous avez effectivement une tendance à se dire qu'il faut trouver une nouvelle solution pour calculer les équilibres budgétaires. Et donc, l'idée qui tient la corde... Il y a eu surtout, Nicolas, cette lettre des 8 fourmis quand même vendredi. L'idée qui tient la corde, ce serait de sortir les investissements dits verts du calcul des déficits publics. Et Bruno Le Maire dit on pourra ajouter le vert et le numérique. Mais effectivement, il y a 8 États dits frugaux, emmenés notamment par l'Autriche. D'ailleurs, vous voyez que le club des frugaux a tendance quand même à grossir un peu, qui a quand même clairement dit que la date de la fin de la clause générale de... Comment elle s'appelle là, la clause générale de sauvegarde, c'est-à-dire la fin du gel, le dégel en fait du pacte de stabilité doit intervenir à la date prévue, que les dettes doivent absolument être soutenables et que des réformes s'imposent pour avoir des finances publiques saines et une certaine marge de manœuvre. Mais vous remarquerez que le ton de ces frugaux est beaucoup moins dur et beaucoup moins agressif que par le passé. On est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour calculer les déficits ? Donc on n'en est pas encore sur le retour des cigales et des fourmis. Il n'y a pas de fracture en Europe budgétaire ? Si, je pense qu'il y a une vraie fracture. Alors le ton est beaucoup moins agressif qu'à une certaine époque, ne serait-ce parce que la France, là aussi, a modéré un peu son ton. Quand même, je rappelle le discours invraisemblable du président de la République lorsqu'il avait reçu le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, où il avait dénoncé le fétichisme perpétuel des excédents budgétaires et commerciaux. Et donc, ce qui stigmatisait directement les Pays-Bas et l'Allemagne. Et donc, effectivement, en outre, dans les 8, il y a des pays qui sont un peu plus modérés. Il y en a 5 qui sont membres de la zone euro, mais il y en a 3 qui ne sont pas membres de la zone euro. Et dans ceux qui viennent de rejoindre le club des 8, notamment la Slovaquie, il y a des pays qui demandent un ton un peu plus modéré. Mais ce que mettent vraiment en avant les frugaux, et là où ils ont raison, c'est le fait que les 60%, effectivement, quand on a plus de 100% de dette, c'est difficilement accessible, mais le déficit en tant que tel à 3%, si on rentre dans une logique où il y a un déficit structurel, un déficit conjoncturel, et puis un déficit qui est lié à des aléas et à des chocs exogènes, et chocs exogènes par définition, ça a été le cas de la pandémie, une fois que le choc exogène a disparu, dans la vie quotidienne, dans la tendance générale de l'économie, on doit avoir effectivement toujours un déficit structurel égal à 0 et un déficit conjoncturel qui se cale sur le cycle. Et là, les 3% restent pertinents. Et effectivement, toutes les arguties autour de oui, mais l'investissement, tout ça, ça se heurte très rapidement à 2 considérations. D'abord, qu'est-ce qu'un investissement public ? Est-ce que quand on fait, c'est l'exemple que je prends souvent, quand on fait des ponts sur des rivières qui n'existaient pas comme on l'a fait au Japon, est-ce que c'est un investissement ? En revanche, quand on paie de la recherche sur le cancer, où on voit bien que ça c'est un investissement, et un investissement qui pour un certain nombre de pays ont été rentables. Or, le salaire de chercheur, comptablement, c'est du fonctionnement. Donc, cette notion d'investissement public est très difficile à cerner. Et deuxième élément, il y a beaucoup de pays qui ont investi tout en respectant les équilibres budgétaires. Donc, je pense que le débat sur les 60%, compte tenu de l'héritage, va être quand même un débat assez pertinent. Est-ce que combien de temps on se donne pour attraper les 60%? D'autant plus que par rapport à 2008-2009, depuis, il y a eu le quantitative easing, on a modifié les règles d'intervention de la BCE, donc il n'y a pas l'urgence de réduction de la dette qu'il pouvait y avoir à l'époque. Mais sur les 3%, je pense que là, il n'y a aucun doute possible. Il faut garder cette norme.